Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux et à celles qui sont aussi en ligne à distance. Donc, aujourd'hui, nouveau Midi Minatech. Nous avons le plaisir d'accueillir Johanna Timmins de l'Institut de biologie structurale, donc l'IBS, qui se situe côté fond du campus Giant, là, au niveau de l'ESRF. Donc, Johanna, qui est chercheuse CNRS, est responsable d'une équipe qui s'intéresse au génome. Et donc, aujourd'hui, elle va nous parler de l'ADN. Donc, le titre exact, je ne vais pas tout lire, vous le voyez sur vos écrans. La réponse cellulaire aux dommages de l'ADN. Donc, nous sommes partis pour 30 minutes de présentation. Et après ces présentations, nous prendrons donc les questions en ligne et également dans la salle. Johanna, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Donc merci pour l'opportunité de présenter mes travaux et puis merci aux personnes qui se sont déplacées et aux personnes qui sont connectées en ligne pour suivre cette conférence. Donc je me présente. Donc effectivement, je m'appelle Johanna Timmins et je travaille à l'Institut de biologie structurale où je dirige une équipe qui s'intitule Organisation et maintenance des génomes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la réponse cellulaire aux dommages de l'ADN. D'une part, dans le contexte du cancer et notamment dans le développement de chimiorésistance, et d'autre part, dans une bactérie qui s'appelle Deinococcus radiodurans, qui présente une extraordinaire radiorésistance. Mais avant de me lancer, vous parler de dommages de l'ADN, on va commencer par faire un petit récap sur qu'est-ce que l'ADN. Donc, on connaît tous cette molécule. Donc, c'est une très très longue molécule qui est composée d'une série de nucléotides et composée entre autres de bases. Donc, les bases, c'est ces parties, ces petites molécules chimiques ici. Donc, il y en a 4 différentes sortes. Il y a la guanine représentée par la lettre G, l'adénine par la lettre A, la thymine par la lettre T et la cytosine par la lettre C. Et donc, on peut imaginer que l'ADN, c'est une sorte de grand livre qui va être composé de ces 4 différentes lettres. Donc, il y a seulement 4 lettres, mais ces 4 lettres vont être mélangées et pour former des différents mots et différentes phrases. Et tout ça va former notre patrimoine génétique. Donc, la plupart d'entre vous savent peut-être que cette molécule d'ADN forme une structure bien particulière qui est illustrée sur la gauche, qui est cette double hélice de l'ADN. Et effectivement, elle va être composée de 2 brins, un brin supérieur, un brin inférieur. Et l'interaction entre ces 2 brins va se faire par l'appariement entre les bases de l'ADN. Et cet appariement se fait de façon très spécifique. Donc l'adénine peut faire une paire avec la thymine et la guanosine avec la cytosine. Chez l'homme, cet ensemble d'ADN est composé d'à peu près 3 milliards de paires de bases et est organisé sous forme de chromosomes. Donc, chez l'homme, on a 23 chromosomes présents en 2 copies, donc un total de 46 chromosomes. Donc, si on prend la longueur totale de cet ADN, il va faire à peu près 2 mètres de long. Or, une cellule fait à peu près une centaine de microns et son noyau, qui est l'endroit où se situe cet ADN, ce génome, fait de l'ordre de 10 microns. Donc on a un vrai problème pour faire entrer cette molécule de 2 mètres dans un espace vraiment restreint de la cellule. Et donc pour cela, on va avoir toute une série de protéines, notamment des histones, qui vont servir à la compaction et à l'enroulement de cet ADN pour le faire entrer dans le petit espace du noyau. Donc, malgré les efforts d'une cellule pour bien compacter et ordonner son ADN au sein d'une zone assez restreinte et protégée de la cellule qui est le noyau, la molécule d'ADN est une molécule qui est très réactive et peut être fortement endommagée, soit par des sources venant de l'extérieur, telles que des rayonnements ultraviolets du soleil, des rayonnements ionisants, mais aussi la pollution, les hydrocarbures, la fumée de cigarettes, mais aussi par des stress provenant directement de l'intérieur de la cellule et notamment en lien avec le métabolisme cellulaire. Donc l'activité de la cellule va notamment produire un stress oxydant qui peut endommager fortement notre ADN. Donc il y a plusieurs sources de dommages et ces différentes sources vont entraîner une grande variété de différents types de dommages de l'ADN. Donc on va avoir des cassures de l'ADN qui peuvent survenir soit au niveau d'un seul des brins, donc on appelle ça une cassure simple brin, ou alors des 2 brins, et là on a une cassure double brin, où vraiment la double hélice est totalement cassée en 2 morceaux.
On peut également avoir des pontages chimiques, soit à l'intérieur d'un seul brin entre deux nucléotides adjacents, ou alors entre deux brins, et on appelle ça des pontages interbrins, qui sont également assez toxiques pour les cellules. Enfin, on peut également avoir la formation d'adduits, donc une liaison covalente qui va se former entre une molécule chimique venant de l'extérieur et la molécule d'ADN. Et ensuite, on peut également avoir des modifications variées au niveau des bases de l'ADN. Et ça, on va parler par exemple d'oxydation ou de méthylation de ces bases. Donc, tous ces dommages de l'ADN, heureusement, ne surviennent pas avec les mêmes fréquences. On estime à peu près entre 10 et 100 000 lésions de l'ADN qui surviennent chaque jour dans chacune de nos cellules. Bien sûr, ce n'est pas complètement homogène, donc il y a des cellules qui vont être plus endommagées que d'autres, mais ça, c'est la moyenne. Et donc, un grand nombre de ces lésions correspondent surtout à des cassures simples brins et des modifications telles qu'oxydation, purination au niveau des bases. La formation de pontage interbrun ou de cassure double brin sont beaucoup plus toxiques pour la cellule, mais heureusement beaucoup plus rares et arrivent peut-être une dizaine de fois maximum par cellule par jour. Il y a la formation de certaines lésions, telles que les dimères de pyrimidine, qui sont formées quand on a une cytosine ou une thymine côte à côte dans la séquence. Et elles sont fortement induites par les rayons ultraviolets, par exemple. Et donc, une forte exposition au soleil va entraîner une forte augmentation de l'abondance de ce type de lésions. Et de même, elles ne vont pas apparaître dans toutes nos cellules, mais plutôt dans les cellules exposées, donc plutôt dans les cellules de la peau. Donc, quelles sont les conséquences de ces dommages? Donc, là aussi, selon le type de lésion, on va avoir différentes conséquences, mais un grand nombre de ces lésions vont avoir leur premier effet va être de bloquer les processus qui sont en lien avec l'ADN. Et deux de ces processus sont la réplication et la transcription. Donc, la réplication, c'est le processus qui va permettre de produire une deuxième copie de notre génome, qui est une étape essentielle dans la survie d'une cellule et dans sa division. Donc, quand une cellule va former deux cellules filles, il va falloir fournir une copie du génome à chacune des cellules filles. Donc, l'ADN, à ce moment-là, le génome entier va être recopié grâce à une enzyme qui s'appelle la polymérase. Et justement, l'apparition de lésions ou de dommages dans l'ADN va très souvent bloquer l'activité de cette polymérase. Une deuxième activité, donc, c'est la transcription des gènes. Donc ça, c'est un processus essentiel qui permet d'exprimer ces différents gènes dans différents tissus, différentes cellules. C'est ça qui va différencier une cellule de l'une par rapport à l'autre, malgré qu'elles aient un même génome. Et la transcription effectuée par l'enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase va également être impactée par la présence de lésions de l'ADN. Certaines modifications de l'ADN, par contre, vont quand même permettre à la polymérase de faire son travail, mais auront pour conséquence l'introduction de mutations au niveau du génome. Et donc, l'exemple que je vous présente dans cette diapositive, c'est l'exemple de la guanine qui, lorsqu'elle est oxydée, va former une modification qu'on appelle la 8-oxo-G ou la 8-oxoguanine. Et cette base modifiée va ensuite être mal reconnue par la polymérase. Donc, normalement, face à une guanine, la polymérase devrait introduire la cytosine, mais quand elle rencontre une 8-oxoguanine, elle va faire une erreur, elle va se tromper et elle va introduire, au lieu de cela, une adénine. Et donc, progressivement, en fait, le génome va être modifié d'une paire de bases GC, on va obtenir une paire de bases TA. Et donc, cette mutation va modifier le code génétique à ce site spécifiquement et être maintenue dans les cellules filles lorsque le génome sera recopié. D'autres modifications, telles que les cassures ou les pontages, peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves pour la cellule et notamment entraîner ce qu'on appelle une instabilité génomique. Donc là, ça va être une perte d'informations génétiques, donc une perte de grands fragments d'ADN ou un échange entre, par exemple, différentes parties d'un chromosome et donc il va avoir des conséquences beaucoup plus graves sur l'organisation du génome. Toutes ces modifications-là peuvent entraîner d'une part la mort cellulaire. Donc, si une cellule considère qu'il y a trop de dommages, elle va préférer programmer sa mort cellulaire plutôt que d'avoir des difficultés pour réparer et ensuite entraîner d'autres modifications dans sa descendance.
Mais ces modifications et ces lésions de l'ADN sont aussi associées avec le vieillissement de nos cellules, mais aussi avec un certain nombre de pathologies, et notamment avec le cancer. Donc heureusement, tous les organismes vivants et également chez l'homme, nous avons des voies de réparation de l'ADN dans nos cellules qui vont justement surveiller l'état de notre génome, identifier les dommages et autant que possible les réparer. Donc on a une grande diversité de dommages et du coup, on a aussi plusieurs voies de réparation distinctes qui vont être en charge de surveiller et de réparer notre génome. Donc l'objectif de toutes ces voies de réparation, ça va être de produire un génome intact à la fin. Et ça, c'est représenté par cette double barre noire ici. Donc ça, c'est la double hélice qui est intacte à la fin de la réparation de l'ADN. Donc dans le cas d'une cassure double brin, comme on peut voir ici sur la gauche, deux voies de réparation sont impliquées. La recombinaison homologue, qui nécessite par contre d'avoir une copie intacte du génome pour pouvoir effectuer son travail, et une autre voie qui s'appelle la jonction d'extrémité non homologue, qui elle par contre vise à vraiment recoller les deux morceaux, la cassure, le plus rapidement possible en minimisant la perte d'informations génétiques qui se retrouvent aux extrémités de ces cassures et qui sont très fragiles et sont susceptibles d'être endommagées. On a également la voie qui s'appelle la réparation directe, qui porte très bien son nom et qui implique des enzymes qui, elles, vont venir réagir directement avec la lésion sur l'ADN et l'enlever. Donc c'est une réaction très simple et qui va corriger ces modifications de l'ADN et restituer un ADN réparé. Et enfin, les deux dernières voies de réparation qui sont illustrées sur ce schéma sont les réparations par excision de base et par excision de nucléotides. Et là, il s'agit de deux voies de réparation qui nécessitent de couper l'ADN pour effectuer leur réparation de l'ADN. Donc, dans le cas de la réparation par excision de base, on va avoir une coupure simple brin du brin qui est endommagé et ça va permettre d'enlever tout le nucléotide qui est endommagé, puis le remplacer par un nucléotide intact. Alors que dans la réparation par excision de nucléotides, là, on va avoir une coupure qui va se faire à la fois d'un côté et de l'autre du dommage de l'ADN, et ça va libérer ainsi un petit fragment d'une vingtaine de nucléotides comportant la lésion de l'ADN. Et c'est ensuite le recrutement de la fameuse enzyme polymérase qui va venir pour resynthétiser l'ADN qui manque et donc restaurer l'intégrité du génome. Donc, mon équipe s'intéresse particulièrement à ces différentes voies de réparation de l'ADN. Et pour ça, on utilise différentes approches méthodologiques. Donc, la première, c'est des approches biochimiques qui vont nous permettre d'évaluer l'activité de ces enzymes de réparation et aussi leur spécificité de substrat, donc savoir vraiment quelles lésions sont réparées par quelle enzyme. On va également utiliser des approches de biologie structurale et notamment la cristallographie des protéines pour caractériser la structure et donc l'architecture de ces enzymes qui sont parfois très complexes, qui permet de mieux comprendre leur fonctionnement à l'échelle atomique. Et enfin, depuis quelques années, nous développons aussi maintenant des approches de microscopie de fluorescence qui nous permettent d'aller regarder vraiment directement au sein des cellules et plus particulièrement dans les cellules vivantes et dans leur noyau, comment se passent ces mécanismes de réparation de l'ADN. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu certains de nos travaux, donc sur deux aspects différents. Certains projets de recherche qui sont plus appliqués dans le cadre du cancer et de la chimiorésistance. Et ensuite, je reviendrai sur un autre aspect de notre travail qui est plus de la recherche fondamentale, où on s'intéresse à l'extraordinaire radiorésistance d'Inococcus radiodurans. Donc voilà, dans le cadre du cancer, il faut savoir qu'on va utiliser différentes thérapies, chimiothérapie à base de médicaments ou radiothérapie à base de rayonnement. Et dans ce cadre-là, ces thérapies visent à justement introduire une forte quantité de dommages dans l'ADN des cellules tumorales. Donc l'idée, ça va être d'endommager cet ADN pour mener à une accumulation de mutations, d'instabilité génomique qui va à terme entraîner la mort cellulaire programmée et donc qu'on appelle également apoptose. Donc si tout se passe bien, ces cellules qui sont en train de mourir, qu'on appelle apoptotiques, seront ensuite éliminées de façon très efficace par notre système immunitaire. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours très bien et
peut apparaître que certaines cellules cancéreuses tumorales vont devenir résistantes. Soit elles le sont dès le départ et elles échappent au traitement, soit au cours du traitement, elles vont être sélectionnées et elles vont acquérir une capacité à résister à ce traitement. Et il y a un grand nombre de processus qui peuvent contribuer à l'apparition de ces résistances. Et l'une d'entre elles est justement l'augmentation de la capacité de la cellule à réparer son ADN. Donc, ce qui va se passer, c'est quand on endommage fortement l'ADN, si la cellule réagit en réparant encore plus son ADN, finalement, ça va contrer l'effet de ces traitements. Donc, dans ce cadre-là, nous nous intéressons à une enzyme de réparation de l'ADN qui s'appelle NTH1 et qui est impliquée dans la réparation par excision de base et son interaction avec un deuxième facteur qui s'appelle YB1. Donc, YB1 est une protéine qui se trouve habituellement dans le cytoplasme des cellules. Donc, ça, c'est la partie ici en bleu clair, à l'extérieur du noyau. Et en réponse à un stress qu'on appelle génotoxique, donc quelque chose qui va venir endommager son ADN, en fait, cette protéine-là va être envoyée dans le noyau. Donc, c'est ce qui va se passer typiquement quand ces cellules-là vont être traitées avec de la chimio, de la radiothérapie. Et une fois dans le noyau, cette protéine YB1 va rencontrer plusieurs protéines, dont cette enzyme de réparation de l'ADN NTH1. Et quand elle va la rencontrer, en fait, elle va stimuler son activité de réparation de l'ADN. Et c'est cette interaction-là et cette stimulation de l'activité de réparation de l'ADN qui va contribuer au développement de résistance de ces cellules à la chimiothérapie. Donc, nos objectifs dans ce cadre de ce projet sont d'étudier les fonctions de ces deux protéines essentielles NTH1 et YB1, donc mieux comprendre leur structure, leur activité et leur distribution cellulaire, parce que je viens de mentionner ce transfert de YB1 du cytoplasme dans le noyau était vraiment une étape essentielle dans la régulation de ce système. Dans un deuxième temps, nous aimerions également identifier des inhibiteurs de l'interaction entre ces deux protéines. En bloquant cette interaction, nous pourrions restaurer la sensibilité des cellules tumorales aux agents anticancéreux. Et enfin, nous développons depuis peu un nouvel axe qui est d'évaluer le potentiel du facteur YB1 comme biomarqueur en cancérologie, et notamment pour être utilisé soit pour le diagnostic, soit pour le pronostic de cancer. Pour des raisons de temps, je ne reviendrai pas sur cette partie 3 qui vient juste de débuter, mais je vais vous parler de nos objectifs 1 et 2. Donc pour l'objectif 1, le but est de mieux comprendre le fonctionnement de ces deux protéines, NTH1 et YB1. Et pour faire court, aujourd'hui, je vais juste vous parler de nos travaux sur NTH1, où nous cherchons à caractériser plus en détail son activité enzymatique. Donc cette enzyme qui est impliquée dans la réparation par excision de base possède une double activité catalytique. Donc la première, c'est une activité glycosylase qui va lui permettre d'enlever justement les bases oxydées de l'ADN. Ensuite, dans un deuxième temps, elle va venir couper le simple brin, le brin d'ADN qui contenait la base endommagée pour y introduire une cassure simple brin. Donc, par des approches biochimiques, et notamment par électrophorèse sur gel, on va pouvoir suivre l'activité glycosylase et lyase et le suivre dans le temps, donc pour établir les cinétiques de ces différentes activités. Et on va pouvoir les tester sur différents substrats. Et donc, ce qu'on peut voir ici sur la droite, ça va être une comparaison sur 3 substrats, donc sur 3 différentes bases oxydées, que sont l'éthymine-glycol, la 5-hydroxycytosine et la 8-oxoguanine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que l'éthymine-glycol est le substrat favori de cette enzyme NTH1, alors que la 8-oxoguanine est très peu reconnue et très peu réparée par cette enzyme. Et ça, c'est assez typique de cette famille d'enzymes NTH1 qui ont tendance à avoir une meilleure activité sur les bases pyrimidiques telles que les thymines et la cytosine que sur des bases de purine telles que la guanine. Nous nous intéressons également au niveau de la structure tridimensionnelle de cette enzyme NTH1. Donc en 2021, un groupe américain a publié la structure cristalline de cette enzyme, mais une forme tronquée de cette enzyme avec uniquement les domaines catalytiques qui sont schématisés ici, donc les domaines A et B. Et ce qu'on voit dans cette structure cristalline, c'est qu'en fait, les deux domaines pointent à l'opposé l'un de l'autre, ce qui était assez étonnant et ce qui fait qu'en fait, on va avoir un morceau du site catalytique d'un côté ici et l'autre partie du site catalytique de l'autre. Donc, on s'est quand même posé la question si
cette structure reflétait vraiment l'architecture active de cette enzyme. Et donc, on s'est tourné vers l'utilisation de diffusion des rayons X aux petits angles, donc qu'on appelle le SAX, que l'on a combiné avec des approches de prédiction de structure basées sur l'intelligence artificielle, et notamment les méthodes appelées AlphaFold, pour essayer de comprendre quelles étaient la conformation de cette protéine en solution. Et donc, ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'en fait, on n'observe jamais cette conformation dite ouverte avec les deux domaines qui pointent à l'opposé, mais au contraire, on observe uniquement une conformation fermée cette fois-ci, où on a les deux domaines A et B qui viennent très proches l'un de l'autre, formant en fait un petit sillon à l'interface qui va permettre la fixation de l'ADN et qui recrée un site catalytique qui est composé à la fois de résidus venant du domaine A et du domaine B. De façon intéressante, on a pu utiliser ces approches pour comparer la conformation de NTH1 soit seule, soit en présence de son substrat d'ADN. Et là aussi, on a pu voir que, alors que dans la protéine seule, on a cette extension N-terminale qui était manquante dans la structure cristalline, qui adopte une conformation très étendue et très désordonnée. Alors qu'en présence de son substrat d'ADN, cette grande extension va se replier tout autour des domaines catalytiques et de l'ADN pour former une structure très compacte et très stable. Donc, une des questions sur lesquelles nous aimerions travailler maintenant, c'est de comprendre quel rôle le facteur YB1 pourrait avoir justement dans la régulation de ces changements conformationnels, parce qu'on sait que justement la protéine YB1 interagit avec cette extension N-terminale et donc pourrait tout à fait moduler ces changements de conformation lorsque la protéine va pouvoir reconnaître l'ADN et justement réparer l'ADN. Notre deuxième objectif principal dans ce projet, dans le contexte du cancer, ça va être d'identifier des inhibiteurs de l'interaction entre la protéine NTH1 et ce facteur YB1. Et pour cela, on a développé un outil qui nous a permis de cribler de façon très facile et rapide des banques de petites molécules qu'on appelle chimiothèques. Donc cet outil est basé sur l'utilisation de fluorescence et notamment de protéines fluorescentes qui vont permettre de faire ce qu'on appelle du fret. Donc le fret, ça se produit quand on a deux protéines ou deux fluorophores qui sont à proximité et qui ont des spectres d'excitation et d'émission qui se chevauchent. Et quand on obtient du fret, c'est quand on va pouvoir exciter une protéine donneuse qui va pouvoir, en émettant sa fluorescence, exciter sa voisine qui va elle-même émettre de la fluorescence. Donc, ce qui va se passer, c'est quand on a une interaction entre les deux protéines qui nous intéressent, NTH1 et YB1, on va avoir un fort signal de fret, alors qu'au contraire, quand on va bloquer cette interaction à l'aide d'une petite molécule inhibitrice, alors on va perdre ce signal de fret et avoir uniquement de l'émission de la protéine fluorescente donneuse. Donc, par cette approche, on a pu cribler plusieurs centaines de molécules et identifier quelques molécules très intéressantes que l'on a ensuite caractérisées de façon plus approfondie pour essayer de déterminer vraiment leur capacité d'inhibition de l'interaction. Et pour ça, on a essayé de déterminer ce qu'on appelle ces valeurs IC50, qui sont leur capacité à inhiber l'interaction. Et on a trouvé des molécules avec des IC50 de l'ordre du micro, de la dizaine de micros. C'est peut-être mieux. C'est bon, c'est revenu. On a également identifié certaines molécules qui ciblent plutôt la protéine NTH1 et d'autres molécules qui ciblent la protéine YB1. Et enfin, on a pris les 6 meilleures molécules que nous avions identifiées et on les a testées au niveau de cellules en traitant des cellules qui étaient résistantes à une chimiothérapie qui est le cisplatine, qui est très couramment utilisée dans le traitement de cancer. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a identifié 2 inhibiteurs qui sont capables de resensibiliser partiellement ces cellules aux cisplatines. Donc ces résultats très encourageants nous incitent maintenant à essayer d'identifier 2 meilleurs inhibiteurs qui pourront tout à fait venir en aide et pour également resensibiliser des cellules résistantes dans le cadre du traitement du cancer. Donc maintenant, je vais finir avec la dernière partie sur nos travaux sur cette bactérie radiorésistante, Deinococcus radiodurans.
Donc, Dinococcus est un des organismes sur Terre qui présente la plus forte radiorésistance. Mais elle n'est pas seulement résistante aux radiations ionisantes, aux rayons ultraviolets, elle est également résistante à la plupart des agents génotoxiques, donc qui vont endommager son ADN. Elle est aussi résistante à la sécheresse. Elle peut pousser dans un milieu très appauvri et elle a même été envoyée dans l'espace et elle a survécu aussi à son voyage dans l'espace. Et elle n'était pas à l'intérieur du vaisseau, elle était à l'extérieur, donc c'était pas facile. Donc, depuis une vingtaine d'années, les gens s'intéressent pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui contribuent à cette remarquable radiorésistance. Et on peut les diviser plus ou moins en deux grands pôles. Donc, il y a plusieurs systèmes qui vont contribuer à protéger son protéome. Donc, le protéome, c'est l'ensemble des protéines qui constituent cette bactérie. Et elle a notamment plusieurs systèmes antioxydants qui vont empêcher l'oxydation de ces protéines et donc faire que ces protéines restent fonctionnelles, même quand exposées à de très fortes doses d'irradiation. Et le deuxième aspect, qui est le volet qui nous intéresse évidemment un petit peu plus dans mon équipe, ça va être les moyens qu'elle met en place pour protéger ou du moins pour réparer son génome. Il faut savoir que cette bactérie, quand elle est exposée à des très fortes doses d'irradiation, son génome est très fortement endommagé avec des centaines de cassures double brin qui sont très létales. Et malgré cela, elle va être capable de réparer de façon très efficace son ADN en à peine quelques heures. Et ainsi se remettre à se diviser et retrouver une vie normale. Un autre phénomène qui contribue à cette réparation de l'ADN, on pense, c'est son organisation et le niveau de compaction de son génome. Donc, je vais vous parler rapidement de ces deux aspects-là. Donc, cette diapositive revient un petit peu sur les voies de réparation de l'ADN chez Deinococcus radiodurans. Et normalement, ça devrait vous rappeler une diapo que je vous ai montrée il y a quelques minutes. Et tout cela pour vous dire que cette bactérie, en fait, possède à peu près des voies de réparation classiques qui sont trouvées chez la plupart des bactéries, notamment des bactéries radiosensibles, telles que les modèles qu'on utilise très souvent chez les biologistes, Escherichia coli. Seule une voie de réparation est manquante, donc plutôt elle a moins de voies de réparation que certaines d'autres, qui est la jonction d'extrémités non homologues. Toutes les autres voies de réparation sont là et impliquent plus ou moins les mêmes protéines que chez toutes les autres bactéries et même que chez leurs homologues radiosensibles. Donc, depuis 2003, alors que j'étais postdoc à l'ESRF, donc je m'intéresse particulièrement à ces voies de réparation et à trois d'entre elles en particulier, la recombinaison homologue, la réparation par excision de base et la réparation par excision de nucléotides. Et donc, en combinant des approches structurales et des approches biochimiques, on a essayé de vraiment caractériser en détail l'activité, le mode de fonctionnement de ces différentes enzymes. Et donc, pour vous résumer 20 ans de travail en quelques mots, ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'en fait, elles ont des architectures conservées. Donc, c'est les mêmes protéines, elles ont plus ou moins les mêmes architectures que leurs homologues de bactéries radiosensibles. Par contre, elles ont des propriétés différentes. Donc, les premières propriétés qui sont différentes, c'est leur stabilité. Donc, c'est des enzymes qu'on a plus de facilité à purifier, à produire. Et ça, c'est déjà un premier point qui nous permet déjà d'avoir des informations sur comment elles fonctionnent. Mais une fois qu'on les a purifiées et qu'on peut travailler avec pour les étudier, on remarque également qu'elles ont une activité plus forte, donc un turnover catalytique qui va leur permettre de réparer plus de lésions dans un même temps donné. Mais également, plus étonnamment, elles ont une spécificité de substrat qui est élargie. Donc, une même enzyme chez Escherichia coli va peut-être réparer 2-3 lésions différentes, alors qu'on va être plutôt sur 5 ou 6 lésions différentes chez Deinococcus radiodurans. Et donc, on pense que c'est vraiment l'accumulation de toutes ces petites modifications qui vont faire que le système de réparation est beaucoup plus efficace dans cette bactérie. Un des aspects que nous aimerions maintenant explorer, c'est de savoir si éventuellement une synergie possible entre ces voies de réparation pourrait également potentialiser l'efficacité de réparation de cette bactérie. En tout cas, toutes ces enzymes, avec leurs particularités, leurs propriétés différentes, seraient tout à fait utiles en biotechnologie pour développer différents tests. Et donc, je pense qu'il y a un fort potentiel à ce niveau-là. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur l'organisation du génome chez Deinococcus radiodurans. Donc, jusqu'à il y a encore quelques années, on pensait que chez les bactéries, le génome, c'était une molécule qui flottait un petit peu au milieu de la bactérie, sans trop de structure ni trop d'organisation particulière.
Et en fait, en regardant par microscopie de fluorescence, ce qu'on voit sur la gauche, c'est des cellules de Deinococcus radiodurans, où on a la paroi, donc la cellule, la membrane qui entoure la bactérie, qui est marquée en rouge, et l'ADN, son génome, qui est marqué en vert ici. Et donc, ce qu'on va voir très rapidement, c'est qu'on voit bien des formes très particulières et une structuration bien définie. Et en établissant le cycle cellulaire de cette bactérie qui passe d'un groupe où elle vit sous forme de 2 cellules, qu'on appelle une dyade, et au fur et à mesure, elle va grandir, ensuite se diviser pour former ce qu'on appelle une tétrade, un groupe de 4 cellules qui vont ensuite se séparer pour former 2 cellules. Donc on a pu établir ce cycle cellulaire et ensuite on a regardé, on a comparé quelle structure de l'ADN on obtient à différentes phases de ce cycle cellulaire et on voit que finalement elle a un génome qui est très structuré, dont l'organisation est très régulée et étroitement coordonnée avec son cycle cellulaire. Plus récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces bactéries et on les a exposées à une très forte dose de rayons ultraviolets. Donc c'est une dose qui serait létale pour tous les organismes que je connais, mais qui chatouille un petit peu d'Inococcus. Donc on est un petit peu à la limite, mais on n'impacte pas trop sa survie. Et par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des grands changements d'organisation de son ADN. Et donc, notamment avec l'arrondissement de ce nucléoïde. Donc, le nucléoïde, c'est l'équivalent un petit peu du noyau de ces bactéries. Donc, c'est vraiment l'organisation de son génome qui va changer et qui va devenir également plus compact. Et ces changements morphologiques de son génome sont accompagnés de l'arrêt du cycle cellulaire. Et tous ces effets-là sont transitoires, donc ils vont durer 2-3 heures, le temps que le génome soit réparé. Et ensuite, tout va reprendre sa vie normale. Donc maintenant, on cherche à comprendre quel rôle l'organisation de ce génome et ces changements morphologiques pourraient avoir justement dans les mécanismes de radiorésistance et notamment de réparation de l'ADN. Donc, est-ce que ces changements, cet arrondissement du nucléoïde pourrait permettre d'éviter la dispersion, par exemple, de fragments d'ADN ou au contraire rapprocher différentes régions de l'ADN pour faciliter sa réparation? Donc pour cela, dans les années à venir, on va chercher à identifier les facteurs qui sont impliqués dans cette organisation du génome, essayer de comprendre de façon plus fine la dynamique de ce génome et ensuite essayer de comprendre comment ces changements de structuration du génome sont coordonnés avec la machinerie cellulaire et notamment de division de la bactérie. Donc en conclusion, j'espère vous avoir démontré que les enzymes de réparation de l'ADN sont des enzymes fascinantes, mais surtout qu'elles jouent un rôle essentiel dans la maintenance de l'intégrité du génome. Évidemment, dans le contexte du cancer, elles peuvent aussi contribuer au développement de radiorésistance. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, elles sont également considérées maintenant comme des nouvelles cibles thérapeutiques pour une médecine plus personnalisée pour le traitement du cancer. Et dans le cadre de la radiorésistance de Deinococcus, donc ces enzymes de réparation de l'ADN et ces voies de réparation sont vraiment essentielles pour sa radiorésistance et a priori sont largement dues à des petites modifications qui ont rendu ces protéines et ces enzymes plus stables, plus actives et surtout capables d'éliminer une plus grande diversité de lésions. Et enfin, maintenant, on va s'intéresser à comment l'organisation du génome elle-même va peut-être pouvoir moduler et faciliter la réparation de l'ADN. Enfin, je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, donc les membres de mon équipe actuelle et ceux qui sont passés par mon équipe et qui sont maintenant dans d'autres labos de par le monde. Également tous mes collaborateurs au sein de l'Institut de biologie structurale et notamment les plateformes techniques de l'ISBG. Nos collaborateurs au CEA et également à l'I2BC à Gif-sur-Yvette, au LPCT à Nancy et à l'ITQB à Lisbonne. L'ensemble des organismes qui ont soutenu financièrement nos recherches depuis ces dernières années et vous pour votre attention. Merci beaucoup. Et nous te remercions, Johanna, pour cette présentation passionnante, qui est maintenant ouverte aux questions. Donc, questions en ligne, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, et questions dans la salle. Donc, on va essayer d'alterner, bien évidemment, toutes les questions. Donc, je vais avoir une question, monsieur qui lève la main. Monsieur, vous vous appelez Alain. Voilà.
Merci, superbe exposé. J'ai une question. L'ADN est très sensible aux irradiations, aux différentes perturbations, mais est-ce que ces protéines elles-mêmes ne sont pas sensibles et est-ce que ça produit des erreurs dans ces protéines qui auraient des impacts aussi? Ou est-ce qu'elles sont moins sensibles que l'ADN? Et l'autre question, c'est concernant Radio-Durance, qui est enfin, l'organisme le plus célèbre pour sa résistance au rayonnement, mais il y en a d'autres. En particulier, je pense au Cocomixa qui a été trouvé à l'ILL et tout et tout. Et puis apparemment, je crois qu'il y en a d'autres qui sont encore plus efficaces à réparer leurs dommages sous les différents stress comme l'irradiation et d'autres que le Cocomixa qui a été, je crois, le premier et donc le plus célèbre. Voilà. Oui, alors alors il y avait 2 questions. Le première, c'était? Oui, il m'a Les perdu aussi, protéines, là. voilà. Est-ce que les protéines sont sensibles? Pardon. Donc, oui, les protéines peuvent être fortement endommagées par les rayonnements ionisants et notamment, on va avoir de l'oxydation en fait des protéines. Et donc, c'est pour ça que d'avoir des systèmes antioxydants, et c'est le cas de Dinococcus radiodurans, donc l'intérieur de la cellule va avoir tout un tas de mécanismes qui vont limiter l'oxydation en fait des protéines. Et donc ça, c'est très important parce que l'ADN va être endommagé et finalement les premières molécules qui vont pouvoir initier la réparation de l'ADN, ça va être les protéines qui sont déjà présentes. Donc effectivement, plus les protéines auront survécu à ces fortes doses d'irradiation, plus elles vont pouvoir initier la réparation de l'ADN. Donc c'est absolument clé. Après, c'est vrai que sur la durée, c'est un petit peu différent parce que les protéines, on peut les reproduire et elles ont un temps de vie beaucoup plus court que la molécule d'ADN qui, elle, dont l'intégrité doit être maintenue pour être transmise ensuite aux cellules filles. Donc, à court terme, c'est très important d'avoir des protéines qui sont fonctionnelles. Dans le long terme, ce qu'il faut, c'est protéger l'ADN. Ensuite, concernant d'autres organismes radiorésistants, donc effectivement, il y en a un grand nombre. Donc, au niveau des bactéries, Dinococcus radiodurans est celle qui a été le plus étudiée. Il y a beaucoup d'autres souches de type Dinococcus qu'on a trouvé un petit peu partout dans le monde, dans des écosystèmes très, très variés. Et également, voilà, il y a des microalgues qui ont été identifiées. Donc, il y a aussi certains eucaryotes, donc, qui sont des cellules un peu plus sophistiquées, telles que des algues, qui ont également des propriétés radiorésistantes. Alors après, c'est des organismes qui sont aussi beaucoup plus difficiles à cultiver et à étudier en laboratoire. Donc finalement, il y a un peu moins d'informations. Elles n'ont pas été autant étudiées que Dinococcus radiodurans, mais je pense que c'est un champ très intéressant et c'est de comprendre effectivement, comprendre les propriétés nécessaires pour résister à ces doses de radiation sont des choses très intéressantes. Très bien. Donc, je demande en régie, là, on a des questions en ligne ou pas du tout? Je ne sais pas. Bon, en attendant là, que j'ai une réponse, on va prendre une autre question en salle. Madame? Oui. Et après, on passera aux questions en ligne. Ah. Alors, vous avez dit qu'on trouve des Dinococcus dans plusieurs environnements. Alors, on a vu également sur une de vos diapos qu'il était non pathogène. Qu'elle était non pathogène. Mais est-ce qu'il y a, alors d'abord, dans quel milieu vit-elle? Est-ce qu'elle cohabite, comme pour les bactéries, avec, disons, l'humain, parce qu'il faut être anthropocentrique, et d'autre part, est-ce qu'il y a des possibilités de transmission de cette résistance à tout avec d'autres bactéries qui, elles, seraient plus pathogènes? Est-ce qu'elles donnent via les pili ou des choses comme ça? Ok, très, très bonne question. Donc, cette bactérie, à l'origine, Dinococcus a été identifié en fait dans une boîte de conserve de viande qui avait été stérilisée. En fait. Donc c'est comme ça que ça a été identifié. Et donc la personne a ouvert cette boîte et en fait s'est rendu compte que c'était contaminé. Et donc ils ont identifié cette bactérie. Donc la plupart, il y a beaucoup d'aliments qui sont stérilisés par rayonnement. Et donc elle, ça ne l'a pas tuée. Donc elle a pu s'épanouir dans cette boîte de viande. Donc ça, c'était dans les années 50. Depuis, cette bactérie a été identifiée notamment dans des sols,
à des endroits assez variés sur Terre. Et après, il y a différentes espèces, il y a d'autres variétés de Deinococcus qui, elles, ont été identifiées, pareil, dans des endroits assez... Il y a le désert du Sahara, il y en a d'autres en Antarctique, dans des endroits assez extrêmes, mais il y a aussi dans des environnements qui sont plus communs pour nous. Donc, c'est assez variable. Donc, il y a aussi des discussions sur d'où viennent ces bactéries. Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont développé une telle radiorésistance alors qu'elles en fait, elles ne subissent pas ce type de rayonnement au quotidien. Donc ça, c'est tout un débat aussi dans le milieu. Après, donc effectivement, toutes les bactéries Deinococcus de cette famille-là, elles ne sont pas du tout pathogènes. Et c'est vrai que donc en 1999, ils ont séquencé le génome justement de Deinococcus radiodurans pour essayer de comprendre d'où venait cette radiorésistance. Et ils pensaient qu'en séquençant le génome, on aurait toutes les réponses. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de bactéries pathogènes qui ont cette capacité ou qui ont des zones particulières de leur génome qui vont leur donner tous les facteurs de virulence pour infecter l'homme, par exemple, ou d'autres organismes. Et donc, c'est assez facilement identifiable. Malheureusement, quand ils ont séquencé le génome de Deinococcus, ils se sont dit « Ah, bah, ok, bon, bah, tout ce qu'on connaît, qu'on comprend, bah, ça ressemble à ce qu'il y a dans les autres bactéries, et tout le reste, on ne sait pas ce que ça fait. » Alors, voilà. Donc, les gens ont commencé à travailler un peu sur tout le reste pour essayer de comprendre ce que ça fait. Et ce qu'on peut voir, nous, c'est que finalement, il n'y a pas du tout une clé à la radiorésistance. Ça va être beaucoup de petites adaptations qui font que c'est arrivé à ce phénotype qui est très radiorésistant. Mais donc, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir le transfert de juste un ou deux gènes à une autre bactérie ou même à un groupe de gènes qui va pouvoir restaurer cette même radiorésistance. Après, ce que certaines personnes font dans des laboratoires, il y en a qui cherchent, qui partent d'une bactérie modèle telle que Escherichia coli et qui vont lui faire subir des rayonnements, très fortes doses, et sélectionner. En fait. Donc là, ça va être une sélection génétique pour essayer de trouver le nombre de mutations minimales pour essayer d'avoir une bactérie qui devient résistante. Donc on peut, s'il y a des gens qui ont des idées un peu mal placées, qui ont des mauvaises idées, pourraient prendre une bactérie pathogène et peut-être, en tout cas, essayer de sélectionner une souche qui serait plus radiorésistante. Merci. Donc, on va prendre une question en ligne. La question, on pouvait s'y attendre. Les vaccins à ARN messager peuvent-ils avoir des effets sur l'ADN? Et après, il y a un commentaire. Réparation de l'ADN dans ce cas, si effet possible ou avéré, et comment? Enzyme, point d'interrogation, lien entre ADN et ARN. Bon. Alors, les vaccins, est-ce que... Ouais, alors je ne suis pas du tout une spécialiste des ARN messagers, des vaccins à base d'ARN messagers, mais bon, il y a des interactions entre l'ARN et l'ADN. Donc, il faut savoir que dans les cellules, on a beaucoup de types d'ARN qui vont réguler justement l'expression de nos gènes. Donc, je dirais que je ne peux pas dire pour sûr qu'il n'y a pas d'interaction possible. Mais par contre, dans le cadre de la vaccination en ARN messager, voilà, les ARN sont beaucoup moins stables que les molécules d'ADN. Et donc, en fait, ça va être vraiment un effet transitoire qui va induire une réaction immunitaire, mais qui ne va pas du tout venir interférer sur notre génome. Ces ARN messagers-là ont un objectif bien précis qui est de rentrer dans les cellules pour produire des protéines qui vont induire une réponse immunitaire et donc avoir un effet de vaccin. Je pense qu'il n'y a aucune conséquence au niveau du génome. Merci. Ça, c'est dit. Alors, on n'a plus de questions en ligne. Donc, pour l'instant, on va prendre une question en salle. Deux questions, une rapide. Cette bactérie, elle se multiplie donc si c'est dans une boîte de conserve, aussi en anaérobie alors? Alors, généralement, non, c'est des bactéries qui sont plutôt aérobiques. Alors, je ne sais pas, dans la boîte de conserve, peut-être qu'elles étaient... Après, je pense qu'elles ne se sont pas épanouies dans la boîte de conserve. Je pense qu'elles ont survécu peut-être dans la boîte de conserve. Et en fait, elles ont besoin quand même d'air pour vraiment pousser. Et deuxième question, qui n'est pas, comment dire, pour la réparation, mais j'imaginais les outils de découpage CRISPR-Cas9, tout ça,
ils font pas d'erreur, enfin, ils font pas des lésions qui soient irréversibles, c'est réparable, comment ça Alors, marche? Alors en fait, effectivement, tous ces systèmes d'ingénierie en fait de l'ADN fonctionnent en formant souvent des incisions de l'ADN, donc des cassures, notamment des cassures simples brins. Mais voilà, comme j'ai dit, les cassures simples brins, donc de un seul brin de l'ADN, c'est quelque chose qui se produit très fréquemment dans les cellules, donc de façon non volontaire par des stress, mais également par un certain nombre d'enzymes qui manipulent l'ADN et donc qui vont devoir couper de façon transitoire l'ADN et en fait très rapidement ça va être religué par une enzyme qu'on appelle la ligase qui va rejoindre les deux extrémités qui ont été coupées. Donc, mais c'est sûr que et tous ces systèmes de CRISPR peuvent également des fois se tromper sur l'endroit et ça va créer quand même des cassures qui ont besoin ensuite quand même d'être réparées pour que l'ADN retrouve son intégrité. Très bien, merci. Donc, on a une question en ligne bon, qui est assez courte, mais je vais l'étoffer. Qu'en est-il des organismes comme le ou les blobs? Est-ce qu'ils sont invincibles? Est-ce qu'ils sont endommagés? Est-ce qu'ils ont de l'ADN? Ils n'ont pas d'ADN? Donc, quid du blob? Alors, là aussi, je ne suis pas une experte du blob, mais j'ai quelqu'un dans mon entourage, dans le labo qui s'intéresse beaucoup au blob et autant que je sache, le blob a un ADN, il a plusieurs noyaux et du coup, une même cellule comporte plusieurs de ces noyaux qui contiennent tous, son génome. Après effectivement, peut-être que je ne sais pas si au niveau de la résistance, son ADN, est plus robuste ou si elle a des systèmes de réparation. Je pense que pour le moment, on connaît très peu de choses. Donc, le génome n'est pas encore totalement séquencé, d'après ce Ce que sera je sais. l'occasion d'un prochain Midi Minatech. Tout à fait. Voilà, on va prendre contact avec ton collègue sur le blob. Exactement. Voilà. Très bien. Je vois qu'il y a encore, vas-y, publiez-moi, on a encore peut-être prendre une question en ligne et après on arrêtera. Hein. Alors, elle n'est pas affichée là, non. La radiothérapie anticancéreuse vise à tuer les cellules cancéreuses parce que celles-ci se divisent intensément, donc en dupliquant leur ADN. Mais elle tue aussi des cellules normales, d'où les effets secondaires de cette thérapie, perte de cheveux, système immunitaire affaibli, etc. Pouvez-vous confirmer? Donc, Oui, je confirme oui, complètement, tout le monde, effectivement. je pense, Donc, oui, et commenter. voilà, j'ai pas trop mentionné. Donc, évidemment, la chimio et la radiothérapie donc, vise à endommager fortement les cellules et la spécificité, on va cibler plus les cellules tumorales parce qu'effectivement, elles se divisent plus, donc elles vont être plus sensibles à ces traitements. Et par radiothérapie, on va quand même essayer de viser et exposer au rayonnement les zones qui contiennent la tumeur et le moins possible les tissus sains. Mais évidemment, il y a des effets toxiques sur les cellules saines à proximité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas monter sur des très fortes doses. Donc, dès qu'on a de la résistance, c'est toujours un jeu entre la dose de chimio ou de radiothérapie pour ne pas avoir trop d'effets secondaires. Très bien, ben, on va arrêter là la session de questions. Bien évidemment, si vous avez des questions, ben, je pense que Johanna pourra y répondre juste après ou même par mail. Donc, on peut la remercier, je pense, encore une fois Merci. pour son intervention. Voilà, merci beaucoup. Et avant que vous vous sauviez pour endommager vos cellules devant le soleil, petite information. Alors, donc bien évidemment, comme à chaque fois, le replay est disponible dès cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à abuser et à le partager autour de vous. En plus, là, je pense que là, on a quelque chose d'extrêmement pédagogique avec différents niveaux de compréhension. Et la semaine prochaine, donc, nous n'aurons pas de Midi Minatech, ce sera le 26 mai, en fait. On fait un saut temporel, là, le 26 mai, vendredi 26 mai, où nous aurons le plaisir d'accueillir Lukas Borovic, qui est chercheur au CELETI, et qui nous parlera de la microscopique à force atomique pour la caractérisation électrique. Alors attention, petit plus, cette conférence sera en anglais, donc c'est l'occasion de venir écouter, de pratiquer votre anglais, et puis après, effectivement, de le parler. Donc rendez-vous le 26 mai avec Lukas Borovic, qui va nous parler de Atomic Force Microscopy for Electrical Characterization. Merci, bon appétit pour ceux qui ont commandé un sandwich. Il se trouve
derrière, au niveau de la couronne. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir.